Imaginez, nous sommes en 2015. J'avais 24 ans, fraîchement diplômé de l'université, désireux de faire mes preuves dans le monde impitoyable de la finance. J'avais décroché un poste d'entrée de gamme convoité dans une société d'investissement de taille moyenne à Francfort. Le bureau était tout en verre étincelant et en acier brossé, un monument à l'ambition et à la richesse. Et au sommet de ce monument se trouvait Herr Direktor Schmidt, mon patron. Herr Schmidt était tout ce qu'aspirait et tout ce que je craignais secrètement. Il était impeccablement vêtu de costumes sur mesure, ses cheveux toujours parfaitement coiffés, ses yeux perçants et scrutateurs. Il dégageait une puissance, une domination tranquille et confiante qui, à la fois, m'intimidait et me fascinait. Il avait la fin de la quarantaine, était marié et père de 2 enfants, un pilier de la communauté, du moins c'est ce que tout le monde croyait. Dès le premier jour, Herr Schmidt a manifesté un intérêt particulier pour ma carrière. Il s'attardait près de mon bureau, me donnant des conseils non sollicités, en s'assurant toujours de toucher mon épaule ou mon bras en parlant. Au début, j'ai pris ça pour du mentorat, un cadre supérieur prenant un jeune protégé sous son aile. J'étais flatté même. Il voyait quelque chose en moi, me disais-je, un potentiel que d'autres avaient négligé. Puis vinrent les invitations. Des soirées tardives au bureau, soi-disant pour finaliser d'importantes transactions. Herr Schmidt insistait toujours pour commander à dîner, des sushis coûteux ou des steaks de premier choix, accompagnés de bouteilles de vin tout aussi chères. La conversation commençait toujours par le travail, mais lentement, insidieusement, elle déviait vers un terrain plus personnel. Il me posait des questions sur ma famille, mes rêves, mes relations. J'étais naïve peut-être, mais je croyais sincèrement qu'il essayait simplement de mieux me connaître. J'étais impatiente de plaire, de l'impressionner, de prouver que j'étais digne de son attention. Alors, j'ai répondu à ces questions honnêtement, peut-être trop honnêtement. J'ai révélé mes insécurités, mes ambitions, mes vulnérabilités. Un soir, après l'une de ces séances de travail tardives, Herr Schmidt m'a invité avec désinvolture à un dîner d'affaires la semaine suivante. « Juste quelques clients, rien de trop formel », a-t-il dit, ses yeux s'attardant sur les miens un instant de plus que nécessaire. « Une chance pour vous de voir comment les choses se font à ce niveau. » J'ai accepté, bien sûr. J'étais ravi. C'était ça, pensais-je, ma grande chance. Une opportunité de réseauter avec des personnes importantes, de prouver ma valeur à l'entreprise, de consolider ma position de protégé de Herr Schmidt. Le restaurant qu'il a choisi était discret, niché dans une rue latérale tranquille du quartier de West End. Il était faiblement éclairé, avec des sièges en velours moelleux et des tons feutrés. Le genre d'endroit où les secrets sont chuchotés et les accords conclus. Quand je suis arrivé, Herr Schmidt était déjà là, assis à une table isolée. « Ah, da bist du ja » a-t-il dit, se levant pour me saluer. Son sourire était chaleureux, presque trop chaleureux. « Schön, dass du es geschafft hast » Il n'y avait pas d'autres clients, juste Herr Schmidt et moi. J'ai ressenti un éclair de malaise, une pointe de suspicion. « Je croyais que vous aviez dit qu'il y aurait des clients ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton désinvolte. Il a agité la main d'un air méprisant. « Ils ont annulé à la dernière minute. Malheureux, mais ces choses arrivent. Nous pouvons toujours passer une soirée productive, juste nous deux. » Il a commandé une bouteille de Riesling millésimée et nous avons commencé à parler. Encore une fois, la conversation a commencé par le travail, mais elle a rapidement dérivé vers un terrain plus personnel. Il me posait des questions sur ma vie amoureuse, ou plutôt son absence. J'avouais que j'étais célibataire, trop concentré sur ma carrière pour envisager une relation sérieuse. Il se pencha en avant, sa voix basse et conspiratoire. « Manchmal muss man im Leben auch Kompromisse eingehen » a-t-il dit. « Carrière ist nicht alles. Man braucht auch jemanden, mit dem man das Leben teilen kann. » J'ai acquiescé, d'accord avec lui, mais quelque chose clochait. La façon dont il me regardait, la façon dont il parlait, c'était différent d'avant.
Il y avait une possessivité dans son regard, un soupçon de quelque chose d'autre, quelque chose de non dit. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que le vin coulait, Herr Schmidt est devenu de plus en plus séducteur. Il a complimenté mon apparence, mon intelligence, mon ambition. Il m'a dit qu'il avait un avenir brillant, que j'étais destiné à de grandes choses. Il laissait entendre qu'il pourrait m'aider à y arriver, si je jouais bien mes cartes. Mon malaise grandissait à chaque minute qui passait. J'ai essayé de ramener la conversation au travail, mais il n'arrêtait pas de la ramener à moi, à ma vie personnelle, à mon potentiel supposé. Je me sentais piégé, acculé, comme un cerf pris dans les phares. Puis, il a tendu la main par-dessus la table et a pris ma main. Son contact était étonnamment doux, mais il m'a envoyé une décharge électrique. J'ai figé, ne sachant pas quoi faire. Du bist ein sehr attraktiver junger Mann, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Und sehr talentiert. Ich glaube, wir könnten sehr gut zusammenarbeiten. L'implication était claire. Ils ne parlaient pas de travailler ensemble sur une affaire. Ils parlaient de quelque chose d'autre entièrement. J'ai retiré ma main, mon cœur battant la chamade. « Herr Schmidt, ich glaube, ich verstehe Sie nicht » ai-je balbutié. Il a ri, un son grave et entendu. « Doch, das tust du, du bist nur schüchtern. » Il essaya de reprendre ma main, mais je me suis retiré, me levant de la table. « Ich glaube, ich muss jetzt gehen » ai-je dit, ma voix tremblant. Il s'éleva également, bloquant mon chemin. « Was ist los? Tu es vexé? Je te croyais plus intelligent que ça. » Je ne suis pas vexé, dis-je, essayant de garder mon calme. Je ne suis juste pas intéressé. Son expression se durcit. Le masque de charme glissa, révélant l'homme froid et calculateur en dessous. « Fais attention à ce que tu dis, » dit-il, sa voix basse et menaçante. « J'ai beaucoup fait pour toi. Je pourrais tout reprendre. » Je le fixais, choqué par sa menace flagrante. « C'est du chantage, dis-je. » Il haussa les épaules. « Appelle ça comme tu veux. La vérité, c'est que j'ai le pouvoir ici. Et toi n'es qu'un petit poisson dans un grand étang. » Je savais qu'il avait raison. Il avait le pouvoir. Il pouvait ruiner ma carrière, ma réputation, ma vie. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas compromettre mon intégrité, mes valeurs, mon être même. Je ne me laisserai pas chanter, dis-je, ma voix étonnamment ferme. Il rit à nouveau, un son dur et cruel. « Tu vas le regretter, dit-il. » Je me suis retourné et suis sorti du restaurant, le laissant planté là, seul. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. Herr Schmidt a transformé ma vie en cauchemar. Il m'a assigné les tâches les plus fastidieuses et les plus ingrates. Il a critiqué mon travail sans relâche, trouvant des défauts à tout ce que je faisais. Il m'a isolé de mes collègues, répandant des rumeurs et leur distillant du poison à l'oreille. J'ai envisagé de démissionner, mais je ne pouvais pas me le permettre. J'avais des factures à payer, des prêts étudiants à rembourser. J'étais piégé. Puis, un jour, j'ai reçu un email anonyme. Il contenait un fichier intitulé « Herr Schmidt ». À l'intérieur, il y avait des copies d'emails, de documents et de photographies qui révélaient un schéma de comportement similaire à ce que j'avais vécu. D'autres jeunes hommes, des employés subalternes, avaient été soumis à ses avances, à sa manipulation, à ses menaces. J'étais choqué, mais aussi étrangement soulagé. Je n'étais pas seul, je n'étais pas fou, c'était déjà arrivé. J'ai transmis les informations au service des ressources humaines. Ils ont lancé une enquête. Herr Schmidt a tout nié, bien sûr. Il a prétendu que j'étais un employé mécontent, essayant de saboter sa carrière. Mais les preuves étaient accablantes. Les autres jeunes hommes se sont manifestés, un par un, pour corroborer mon histoire. Le conseil d'administration n'a eu d'autre choix que de le licencier. Ce n'était pas facile. C'était une expérience douloureuse, stressante et émotionnellement épuisante. Mais j'ai survécu. Et au final, la justice a triomphé. La carrière de Herr Schmidt était ruinée. Sa réputation était brisée. Il a tout perdu. J'ai tiré une leçon précieuse de cette période. Une leçon sur le pouvoir, sur l'abus, sur l'importance de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. J'ai quitté l'entreprise quelques mois plus tard.
J'ai trouvé un meilleur emploi, une entreprise plus éthique, un endroit où j'étais valorisé pour mes compétences et mon intégrité, et non pour ma volonté de compromettre mes valeurs morales. Et je n'ai jamais oublié cette expérience. Elle m'a façonné, m'a changé, m'a rendu plus fort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, j'étais à une conférence à Berlin, participant à une table ronde sur le harcèlement au travail. Pendant la session de questions-réponses, un homme se leva et se présenta comme journaliste. Il dit qu'il travaillait un exposé sur les inconduites sexuelles dans le secteur financier. Il demandait si quelqu'un dans le public avait vécu un tel harcèlement de première main. J'ai hésité un instant, puis j'ai levé la main. Il s'est approché de moi après la séance et nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai raconté mon histoire, à propos de Herr Schmidt, à propos de l'email anonyme, à propos de l'enquête. Il a écouté attentivement, prenant des notes abondantes. Il m'a remercié pour mon courage, pour ma volonté de parler. Quelques mois plus tard, son article a été publié. C'était une critique acerbe de la culture du